Quelque part sûr, le podcast. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sur... Au cœur de chaque être réside une quête, une exploration intérieure où se mêlent la découverte de soi et la recherche de sens. Pour certains, cette quête s'exprime à travers les sentiers escarpés des montagnes, où chaque pas devient un dialogue avec l'âme. C'est le cas pour Michael Berton, qui a trouvé son terrain de découverte et d'accomplissement. Sa quête d'authenticité a commencé au cœur de Montagnes en Feu, où il a servi avec courage sous le drapeau français. Ces voyages lui ont permis de trouver dans la pratique du trail running un moyen de se reconnecter avec lui-même et avec la nature. À travers ses défis et ses triomphes sur les sentiers, il a découvert une vérité profonde, que la vraie force réside dans la simplicité, dans la connexion intime avec les éléments naturels. Chaque foulée sur les sentiers sauvages est une leçon, une révélation de notre propre authenticité, de notre propre essence. La quête de Michael Berton est une invitation universelle à explorer les méandres de notre être, à embrasser nos défis avec courage et humilité pour découvrir notre véritable grandeur. Vous allez écouter le récit d'un champion en puissance, une personnalité forte comme le roc, un homme empreint de valeurs authentiques, un amoureux de la nature qui y trouve pleinement sa place et dans laquelle il libère un potentiel hors norme en toute simplicité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quelque part sûr. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Michael Berton. Michael, bonjour. Salut Mickaël. Avant que tu nous parles de ton parcours, je donne un petit peu quelques détails sur le contexte de ce qui m'a poussé à te contacter et à t'inviter dans le podcast. Alors, il y a quelques semaines, je me suis réinscrit sur le Tour des Glaciers et quand j'ai regardé la liste des coureurs qui étaient au départ, qui allaient prendre le départ, j'ai vu ton nom apparaître dans la liste des coureurs. Donc j'ai fait le travail en me disant, bah, tiens, qui pourrait gagner cette année? J'ai pas vu de précédents champions, Sébastien Réchon, Lucas Papi ou Jules-Henri Gabiou, ont tous préféré d'autres défis pour cette année 2024. Du coup, Jules-Henri est d'ailleurs en train de faire un gros défi, je ne sais pas si tu en as entendu parler, au Népal, puisqu'il traverse le Népal d'ouest en est. Et c'est, je crois, 1600 km et pas loin de 100 000 mètres de 100 000, 100 000 Waouh. mètres de dénivelé positif. Le truc est Ouais, énorme et il me ça doit en semble mettre qu'on a plein les yeux. un petit local, Fleury-Roux aussi, là, qui est du coin de Grenoble, qui est parti sur cette aventure-là. Ah oui, je Ça me crois qu'ils parle. sont une trentaine de personnes, de coureurs au départ, et ça doit être hallucinant à vivre. Du coup, Ouais, je me suis demandé naturellement qui pourrait remporter cette année le Tour des Glaciers 2024. Et alors, je suis tombé sur ton nom et pour être tout à fait honnête, je ne te connaissais pas du tout. Et ce qui a retenu mon attention, c'était l'orthographe de ton prénom, parce que c'est exactement la même que la mienne. Et bah là, de fil en aiguille, j'ai découvert un petit peu ton profil et je me suis dit, tiens, Berton, ça me dit quelque chose. Et effectivement, dans le village dont je suis originaire, il y a pas mal de Bertons, une famille assez connue dans le village.
Et j'ai creusé un petit peu ton profil et puis je suis tombé sur ton palmarès. Donc, d'abord, un premier événement marquant qui a retenu mon attention, c'est le record, ton record sur le GR5 intégral. Mais on va reparler de cet événement un petit peu plus tard dans l'épisode. Pour résumer, c'est un trajet que tu as effectué entre la mer du Nord pour rejoindre Nice en une trentaine de jours, grosso modo. Un petit peu moins de 30 jours, ouais, Ouais, tout à fait. effectivement. Et qui a été homologué aussi. C'est un record qui est entériné, j'allais dire. Dans cette foulée ou dans la continuité de ce trail-là, tu as terminé également la Terminorum du côté de Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui est la petite sœur française de la Barclay, dont tu as été finisher la même année avec Sébastien Réchamp. L'année Et dernière, ouais, ouais, effectivement. et tout dernièrement, ta victoire sur le Legends Trail du côté de la Belgique. Et c'est un trail que j'ai hésité à courir cette année. Donc il y avait beaucoup d'éléments à charge pour que j'ai pas envie de te tendre le micro et puis de venir te rencontrer. Première question, puisque c'est ton actu la plus récente, comment est-ce que tu vas depuis le Legends Trail? Je crois que c'était du côté de la Belgique, donc février. Est-ce que tu as bien récupéré? Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as vécu sur cette édition-là? Ouais, donc le Legends, ça a eu lieu fin février. Donc très très bien récupéré. Je crois que on le dit souvent, mais en plus quand on gagne, ben, c'est encore plus facile. Mais voilà, c'est un trail que j'ai découvert de par des copains quand j'ai découvert aussi l'ultra longue distance, qui me parlaient de cet événement-là, qui avait l'air de correspondre à mon état d'esprit, au type de course que j'aime. Donc course très longue, 280 km, avec seulement 4 bases vie, pas d'assistance, et puis pas de balisage non plus. En hiver dans les Ardennes. Donc, voilà, tout un menu qui me plaisait beaucoup. Je l'ai fait l'année dernière. Je l'ai fait l'année dernière. Là, par contre, pas du tout dans les mêmes conditions physiques et mentales que cette année, puisque en fait, j'avais une angine bactérienne, ce que j'ai appris après la course, puisque j'avais plus rien à avaler pendant la course. Et puis, avec très peu de préparation physique, voilà, c'était une manière pour moi de me relancer après le record du GR5 que j'avais fait en octobre 2022. Donc, c'était 4 mois après. Et puis, j'avais eu un peu justement, cette petite dépression qu'on a parfois après de gros objectifs. Et donc, ça a été super d'aller aux Legends. J'ai adoré l'état d'esprit, la course. Mais voilà, au niveau performance, c'était pas ça. Alors que cette année, voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de sympa. Surtout qu'il y a des beaux champions là-bas aussi, qui sont super abordables et que j'aime bien rencontrer. Et puis, ben, tous les voyants étaient ouverts et ça a été encore mieux que ce que je pensais, puisque j'y allais pas forcément pour battre un record, mais je suis le premier Français à avoir gagné chez les hommes, parce que Claire l'a déjà gagné chez les femmes, Oui. et puis un record de l'épreuve, donc c'est top. Voilà. Ok, ok, très bien. Bon, alors, en pleine fraîcheur et une édition qui s'est passée un petit peu différemment sur l'état de fraîcheur, sur les pleines, j'allais dire, tes pleins moyens pour arriver à cet objectif. C'était une place que tu visais? Euh, je, je- comme beaucoup, je pense que je vise jamais vraiment une place. Je pense que je vise une performance par rapport à mes capacités, une performance de temps, surtout. Et je savais que cette année, je pouvais faire le temps qui était globalement le temps du premier sur les autres éditions. Ça correspondait à ça, la forme que je pensais avoir. Donc c'est plutôt ça que je visais, mais je savais que c'était donc remporter potentiellement le Legends, quoi. Ok, Mais voilà, c'est vraiment le temps qui compte. C'est le ok. chrono. Ouais, il faut une référence à accrocher et pour toi, c'est plutôt la référence chronométrique. Ouais, tout à fait. Bon, après, il faut savoir que le Legends Trail change un peu de parcours et se fait parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Mais Mhm. globalement, on tombe sur les mêmes difficultés
au fur et à mesure de la course, on peut vraiment la découper en quatre étapes. Et ces quatre étapes ont leur spécificité. Et même si le parcours change, ou même s'il est dans le sens inverse, on sait qu'on va retrouver ces étapes-là. Et ça permet quand même, quand on l'a au moins fait une fois, de pouvoir bien se projeter. Ok. Alors, on va remonter un petit peu le temps, si tu veux bien, et j'aimerais qu'on parle de ton enfance. Tu as grandi au Nord-Isère, dans le Nord-Isère, hein, pas très Quel beau loin de... pays. Ouais, quel beau pays, hein. On n'est pas du tout chauvin quand on dit ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de, voilà, d'où tu viens, comment se passent tes plus jeunes années? Alors écoute, moi donc comme tu l'as dit, je viens du Nord-Isère. J'ai un papa qui avait un garage automobile avec son frère, une maman qui était secrétaire de mairie à mi-temps. J'ai une grande sœur. Euh, je viens pas du tout d'une famille sportive, alors, pas du tout. Voilà, par contre, moi j'ai fait ma saison sportive se découpait souvent en deux. C'est-à-dire que les sports que j'ai le plus pratiqué jeune, c'est la natation l'été, parce que seulement l'été, parce que la piscine était une piscine non couverte vers chez moi. Et puis l'hiver, le ski, ski alpin avec le petit club de ski de ma petite ville. Voilà. Avant ça, plus petit, j'ai un peu essayé tous les sports chaque année. Et puis sinon, voilà, rien de particulier, une vie assez classique de français de classe moyenne, je crois. Voilà. Ok. J'allais dire, à l'adolescence, ton rapport au sport a changé, a évolué, ou c'était plutôt dans la continuité? Pas du tout. Euh, c'est marrant parce que je me rappelle, adolescent et jeune adulte, je trouvais assez frustrant le fait de ne pas avoir vraiment de passion et encore moins de passion sportive. J'enviais presque les copains qui parlaient que de foot ou qui vivaient foot, on va dire. Même si moi, ça m'intéressait pas du tout, mais je me disais, eux, au moins, il y a un truc qui les tient, quoi. Ils parlent que de ça. Moi, j'étais curieux de tout et en même temps, je faisais rien à fond, quoi. Donc, voilà, le rapport au sport, il était comme ça à l'époque. Ok. Alors, quelque part sur, je ne sais pas si tu l'as vu, Ah, mais juste il fallait que je derrière t'en moi. parle. Je me suis dit, mais c'est génial. Alors, c'est un podcast, effectivement, c'est audio, mais c'est aussi vidéo. Et pour ceux qui Ouais, regardent, vous constaterez qu'à chaque épisode, le décor, il évolue, toujours en fonction des invités que je reçois. Alors, on va dérouler un petit peu le fil aujourd'hui et avec ce premier élément. Alors, je vais le montrer hein, pour que tout le monde le voit. Euh, je ne sais pas si il est à on a la l'envers. Il est à caméra. l'envers. Ah, voilà. Tac. Voilà. J'ai pas le Le retour qui revient. respect du drapeau, s'il te plaît, Oui, Mickaël. oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça t'évoque, Mika? Eh ben, ça m'évoque mon temps en tant que militaire. Ouais, Voilà, je suis ancien militaire, donc j'ai fait 5 ans d'active dans l'armée de terre en tant que chef de groupe de combat, d'accord. euh, de mes grosso modo 20 à 25 ans. Ok, tu étais du côté de Sarrebourg, en Lorraine. Ouais, effectivement, Euh, t'as bien révisé, hein, ouais, je t'ai pas menti, je t'ai pas menti. De 2008 à 2013. Et donc, tu as servi en tant que sergent en chef dans un groupe de combat du 1er régiment d'infanterie, notamment en OPEX en Afghanistan, je crois. tout à fait, ouais. 2012, hein, si j'ai bonne note. Première question, c'est par rapport à ça, pourquoi est-ce que tu t'es engagé? Est-ce que dans les valeurs qu'on t'a transmises dans ton enfance, il y avait cet amour du drapeau? Oui, je pense en partie, puisque du côté de ma maman, tous les hommes, de mon oncle à mon arrière-grand-père, depuis mon arrière-grand-père, étaient militaires. Donc, j'ai baigné avec un petit peu ces héros. Voilà, on le voyait comme ça quand on est enfant. Je voyais mon oncle qui partait à l'étranger, qui revenait avec des cadeaux, et puis qui servait le pays, quoi. Donc, ça avait ce côté héroïque pour moi. Et donc, ça a beaucoup joué, je pense, sur mon engagement personnel. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, eh ben,
voilà, les valeurs de l'armée étaient celles qui, pour moi, faisaient écho et c'est pour ça que je voulais servir. Ok. En sortie de l'adolescence, c'est naturellement ce que tu as choisi de faire? Oui, j'ai attendu 2 ans où j'ai travaillé un petit peu après mon bac en intérim, puisque je voulais intégrer l'école de sous-officier. Ouais. Et avec ma spécialité, donc chef de groupe de combat. Et dans cette spécialité-là, on était très nombreux, donc les places étaient chères, on va dire. Et donc j'ai fait des préparations militaires pour pouvoir mm, un petit peu donner du grain à moudre à mon dossier, quoi. Et puis ensuite pouvoir intégrer l'école de sous-officier de Saint-Mexan. Ok. Est-ce que on peut faire un petit focus sur l'Afghanistan? Oui, on peut. Ouais. Tu étais du côté de Kaboul? Alors, j'ai eu 2 parties dans ma mission. Une première partie où j'étais plutôt en Surobie, puis ensuite une deuxième partie sur Kaboul, effectivement. Ok. Sur Obi, je crois que les actions de feu, il y en a eu. C'était quand même plus chaud que du côté de Kaboul, hein, il me semble. Oui, alors ce qui est drôle, c'est que nous, on a eu un mandat à l'inverse, dans le sens où les plus grosses attaques, on les a eues sur Kaboul et on est les seuls. Je crois qu'on est les seuls, d'ailleurs, j'étais en défense du camp français qui s'appelle Warous, mais qui est en vérité international, Ouais. le jour où des insurgés ont attaqué ce camp. Donc finalement, la plus grosse attaque, je l'ai vécue à Kaboul. D'accord. C'était au mois d'avril, je crois. Effectivement, ouais, 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 ouais. effectivement. Et ouais, d'accord. Tu vois, j'ai creusé un peu le sujet parce que je pensais qu'il y avait matière à parler de ça, notamment, alors Kaboul pour situer, je crois que l'altitude de Kaboul, on est à 1800 mètres d'altitude et À peu le près. camp de Warhouse est un petit peu plus haut, il me semble. Donc il y a déjà une spécificité montagnarde par rapport au milieu. Et par rapport à cette spécificité dans votre entraînement, dans votre préparation, comment est-ce que vous avez abordé cet aspect militairement parlant et au niveau de l'entraînement, j'entends. Eh ben, alors, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais voilà, nous à l'époque, on avait grosso modo 1 an de préparation en France pour partir 6 mois en projection Afghanistan. Souvent, on disait à nos familles, on disait globalement que c'est 18 mois d'opération, parce que pendant 1 an avant, on était beaucoup, beaucoup sur le terrain déjà, et on a en France des camps d'entraînement, comme un camp d'entraînement qui s'appelle Camp de Jouers, par exemple, dans le sud de la France, qui est montagneux. Et puis, nous, proche du régiment, on est proche des Vosges, donc, on allait faire ce qu'on appelle des raids dans les Vosges avec tout l'équipement militaire. On a d'ailleurs fait la traversée des Vosges de nord au sud pour se préparer à cette spécificité montagne du terrain de projection qu'est l'Afghanistan. Ok. Et dans tes missions, c'était quoi? C'était des gardes, des patrouilles, des fouilles de cache, voilà, c'était varié, c'était Ouais, bah, t'as bien résumé, hein, ça fait partie de 3 des missions qu'on a quand on est combattant sur le terrain Afghanistan. Voilà, après, moi, j'ai en plus été à une période de transition politique, puisqu'il y avait les élections présidentielles à cette époque. ouais, Donc, notre ancien président de l'époque, M. Sarkozy, a laissé la place à M. Hollande. Et en période politique, on essaie qu'il y ait le moins de pots cassés. Donc, c'est une époque où voilà, on a fait en sorte de ne pas trop aller chercher des noises, on va dire, mais de toute façon, elles viennent à nous-mêmes. Euh, mais voilà, c'est contrôle de zone. Donc, on a gagné du terrain, on essaye de le garder. On fait des patrouilles, on fouille, on cherche des caches, on va chercher du renseignement. Puis ouais, j'avais aussi une mission de protection de VIP sur Kaboul, donc tout ce qui est journalistes, hommes politiques, ainsi de suite, qui viennent sur Kaboul, on faisait leur protection rapprochée. d'accord. Tout en évitant le contact au maximum. Tout à fait. Ouais. Et puis après, donc 2014, j'ai lu que tu étais revenu dans le civil. Euh, alors, cette transition, environnement militaire, et ce passage, ce retour à la vie civile, comment elle se passe pour toi? Je sais que tu es parti ou tu as eu
des temps de voyage aux USA. Euh, et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, et d'autant plus que je crois que tu as fait deux trails là-bas. Alors un trail dans les Smoky Mountains, l'Appalachian Trail, et puis le Red Dirt, je sais pas si ça se dit comme ça, Red Dirt Ultra. Ultra. Ouais, c'était sur la Très même bien époque. renseigné, Mickaël, hein, tu me Eh oui, surprends, hein. eh oui, les RG. Oui, donc je quitte l'armée en mai 2013, mai-juin 2013. Ouais, Dans l'armée, on apprend toujours bien préparer sa mission, donc le futur était prêt, c'est-à-dire que voilà, plusieurs mois à l'avance, je savais que j'allais pas re-signer de contrat derrière, que je voulais partir dans le civil. Donc à cette époque, j'ai été formé par Total, si on a le droit de citer les grands groupes oui, français, oui, bien sûr. pour travailler dans le milieu de la pétrochimie. De là, j'ai basculé un peu plus tard, en 2016, dans une société qui s'appelle Excel et qui est un des leaders mondiaux dans la fabrication de fibres de carbone. Et le projet, c'était de monter en France une fabrication de fibres de carbone, ce qui n'existait pas encore en Europe. Donc pour cela, j'ai dû partir aux États-Unis, apprendre différents procédés de fabrication, apprendre les différents métiers pour pouvoir ensuite former des Français à ces métiers. Et bien entendu, ben, profitant de ce voyage professionnel aux États-Unis qui a été long de plusieurs mois, qui s'est renouvelé, je suis parti en 2017, en 2018. euh, J'en ai profité pour connaître le monde du trail et de l'ultra-trail aux États-Unis, parce que c'est quelque chose de super et de bien différent que ce qu'on connaît en France. Et donc, je suis parti découvrir les Appalachian Mountains, qui étaient pas loin de là où je me trouvais, puis j'étais dans le nord de l'Alabama. Donc, c'est, les premières montagnes des Appalaches sont à peu près à 4 heures, 5 heures de route. Et découvrir l'ours noir aussi, et ça, c'était une très belle expérience. Euh, et puis faire les différentes courses. Alors, tu as cité le Red Dirt Ultra que j'ai couru, lui, par contre, il y a 2 ou 3 ans, lors d'un autre voyage qui n'était pas professionnel aux États-Unis, puisque avec ma compagne et Milan, son petit garçon, nous sommes partis 3, 4 mois chez des amis pour vivre à la Nouvelle-Orléans. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait cet ultra trail, dont d'ailleurs l'objectif était de faire un chrono, qui était de battre le record de l'épreuve, ce que j'ai fait, mais ce qui ne m'a pas permis d'être premier ce jour-là, mais Ouais, deuxième. deuxième, effectivement. Voilà. Ok, donc il y a cette, effectivement la différence peut-être que tu évoques entre la culture trail US et la culture trail ici en Europe. Est-ce que tu peux juste nous donner quelques différences que tu verrais comme ça? Ah, les États-Unis, c'est roots. Et c'est génial à connaître parce que pour moi, ils sont bien. Enfin, ça fait bien plus longtemps que nous qui pratiquent l'endurance run. Clairement, la course longue distance, des grandes courses, et même des courses très peu connues chez nous, il y en a depuis des années là-bas. Mais par contre, ils le font d'une manière très route, c'est-à-dire que on, on est sur des petites communautés où les mecs ils vont courir avec des t-shirts coton et des bandanas. Au niveau équipement, ils sont, on dirait presque limite, nous, quoi. Mais c'est du purisme, quoi. C'est vraiment très simple. Et ça, c'est génial à vivre. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment voilà, des spécificités qu'on rencontre moins chez nous. Ok. Ouais, je vois le côté roots qui pointe le bout de son nez. Euh, le trail, donc aujourd'hui, tu y trouves quoi? Une forme de liberté, un exutoire, qu'est-ce qui te motive profondément à pratiquer ce sport? Mais alors, c'est sûr que c'est pas de courir, puisqu'à la base, je déteste courir. Ouais, Euh, c'est vraiment pas la course à pied qui m'a emmené au trail. Je dirais que c'est l'immersion dans la nature, puisque je suis un amoureux du milieu naturel et que c'est là où je trouve ma place. Et, euh, et puis, je dirais l'amour. C'est un mot large qui regroupe beaucoup de choses, mais j'aime ce que je fais.
j'aime les lieux où je le fais et peut-être un petit côté mystique à tout ça. Et dans le trail, voilà, j'avais beau pas aimer la course à pied, aujourd'hui, c'est là où j'ai l'impression de m'enrichir et de me trouver le mieux. Ok, alors t'es pas seulement ultra trailer, hein. T'es aussi skieur, parapentiste et plus, j'imagine. Il y a d'autres activités que tu pratiques de montagne ou d'outdoor? Alors, je fais un peu de via ferrata, oui, un petit peu de parapente, un petit peu d'escalade, mais pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, le trail me prend tellement de temps que je délaisse de plus en plus les autres activités. Et je les délaisse pas à regret, simplement. Voilà, c'est assez prenant pour moi, vu les objectifs que j'ai, ce qui me fait rêver. Je dois y, je dois y passer du temps et donc je laisse petit à petit un peu les autres activités montagne pour être le plus possible à courir dans la nature. Ok. Alors justement, tu dois voir un petit peu de pays et il me semble que si on suit le fil, tu en as vu pas mal, notamment grâce à ce véhicule, L'ancienne maison, ma à maison, mon rapido, le Rapido. Effectivement, le tu nous as, randonneur. le randonneur, tu nous en Ouais. parles un petit peu. Comment est-ce que tu commences à vivre en camping-car, à adopter ce mode de vie, j'allais dire semi-nomade, et comment qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te déplaces souvent? Est-ce que tu restes souvent sur les mêmes zones? Comment tu travailles en parallèle de cette expérience de vie? Alors en fait, arrivé à mes 30 ans, je fais on va dire un virage à 180 degrés, mais j'ai décidé de prioriser ma passion, de prioriser ce que j'aimais dans la vie par rapport au monde professionnel. Et donc j'ai quitté mon emploi en- dans la fibre de carbone pour acheter ce camping-car et pour partir en montagne, sans vraiment idée du futur professionnel, mais vraiment dans l'idée de m'immerger dans ma passion. Et donc je fais l'achat de ce camping-car, je laisse mon appartement, je donne mes affaires aux copains, à la famille, et puis c'est parti avec le minimum, la vraie vie, quoi, le bonheur. Enfin, le minimum, c'est un sac à dos. C'est vrai que j'avais un camping-car, donc finalement, j'avais déjà Ok. pas mal de choses avec moi. Ouais, c'est le grand luxe. Voilà, c'est exactement ça. C'est le grand luxe encore, le camping-car. L'espace et puis la maison tous les soirs. Voilà, le grand confort. Mais je suis le premier à le dire, hein, c'est très confortable. Et donc, je pars avec l'objectif de quasi connaître toutes les Alpes françaises déjà. Alors, connaître, c'est un large mot, mais voilà, découvrir vraiment déjà tous les massifs des Alpes françaises, et puis faire quelques allers-retours vers les Pyrénées. Mais globalement, je suis resté énormément pendant les 4 ans où j'ai vécu en camping-car dans un milieu montagne, avec parfois quelques retours dans mon milieu familial, quoi, dans le Nord-Isère. Mais voilà, je restais en montagne, je regardais la météo, je bougeais suivant la météo. Si elle était plus propice quelque part, j'y allais pour 2, 3 jours. Parfois, je restais une semaine quelque part, mais je suis rarement resté plus de 10 jours à un endroit, si ce n'est pour le confinement, puisque j'ai eu le bonheur quand même de vivre le confinement en camping-car, ce qui m'a permis de m'arrêter dans un endroit qui était totalement propice, euh, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais propice à un bon état mental. Et voilà, là, je suis resté donc un peu plus longtemps au même endroit. Alors, j'ai vu quelques vidéos de toi pendant le confinement, notamment une recette de cake à la chartreuse. Et c'est C'est fameux. le prochain élément qui se trouve juste derrière, qui est juste ici. Euh, je vais le prendre. Hop. D'ailleurs, tu préfères la jaune ou la verte? La verte. La verte. Un La verte. puriste. Un puriste. Ok. Pour toi,
cette période de ta vie, et tu évoques le terme quête d'authenticité. Qu'est-ce que tu mets derrière ces mots, quête Mm. d'authenticité? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ouais, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai créé d'ailleurs ma page Facebook au moment à peu près de ce départ, je pense, avec ce terme quête d'authenticité. Et en fait, l'authenticité, c'était donc aller rechercher mon authenticité. C'est être au plus près de ce que j'aime, de ce que j'aspire, de mes valeurs. Et donc, l'authenticité, c'est un terme très large, mais c'est vraiment mon authenticité à moi que je suis allé chercher, que je vais chercher sous ce terme. Ok. Tu évoquais le fait que tu as pas mal bougé dans les Alpes. À quel moment est-ce que tu décides de poser tes valises en Chartreuse et pourquoi? Alors, l'objectif, encore une fois, préparer sa mission, préparer l'après, je n'avais pas comme objectif de passer toute ma vie en camping-car. Euh, mais voilà, il y avait un point, c'était si je redeviens sédentaire, il faut que ça soit en montagne, parce que j'ai besoin de la montagne. Euh, j'ai fait connaissance de ma compagne euh, à peu près au moment où je suis parti en camping-car. Et donc, il fallait trouver un endroit qui nous plaise à tous les deux. Euh, et ça tombe bien, puisque je lui ai fait découvrir la Chartreuse, que j'aime particulièrement. Et comme par hasard, ça lui a beaucoup plu aussi. Euh, Elle est de quel coin, Fiona? alors, Fiona est originaire de la Drôme. Il va falloir que je lui montre le podcast. Elle va apprécier. Va falloir. Et j'ai choisi la version princesse, hein. J'ai pas choisi la version avec les grandes oreilles. Merci, Michael. Et oui, donc Fiona, elle est originaire de la région de Tain-l'Hermitage, frontière entre la Drôme et l'Ardèche. Ouais. Tain-l'Hermitage, Tournon-sur-Rhône. Il y a du bon chocolat, il y a du bon vin à Ouais, côté de ça. effectivement, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Mais voilà, elle ne connaissait pas du tout la montagne, donc Et il y a un bon elle l'a trail découverte aussi. avec moi. Il y a un bon trail, les duos de l'Ermitage. Ouais, et du haut de l'Hermitage, Ouais, effectivement, ouais. ouais. Mm. Je crois qu'elle est coureuse aussi, Fiona. Ouais, ça lui arrive, ouais. Ouais. Fait du trail Ses aussi. heures perdues. Ouais, elle est assez rageante, hein, ça fait partie de ces personnes qui ne s'investissent pas du tout, mais qui ont un petit peu un Un talent inné, potentiel. Voilà, ouais, ouais. ouais, un potentiel qu'ils n'exploiteront jamais, puisque Bien ça sûr. les saoule. Mais ouais, c'est assez impressionnant de la voir courir. Voilà, pour exemple, elle a fait la Saint-Élion avec un entraînement quasi de zéro, hein. Ça fait rêver. Mais c'est pas à conseiller. Non, c'est pas à conseiller. Qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta pratique du trail? Je vais dire, ouais, dans ta pratique du trail, qu'est-ce que Fiona t'apporte au quotidien ou spécifiquement sur tes courses? Ouais, bah déjà, ça a été un plaisir de lui faire découvrir le trail, la montagne. Donc, c'était ce partage qui était enrichissant. Et puis, elle a vraiment accroché et elle a tout de suite aimé me soutenir dans ces efforts-là. Et moi, j'estime aujourd'hui que toutes les courses que je fais avec assistance où elle est là, on est une équipe, quoi. C'est pas moi qui remporte une course ou c'est pas moi qui fais un résultat, peu importe d'ailleurs, résultat ou pas. Mais cette course, on l'a fait tous les deux parce que, ouais, parce que elle me tire en avant de par sa présence, de par sa gestion logistique, du fait qu'elle me connaisse mieux que personne. C'est un réel atout pour moi quand on fait des courses ensemble. Ok. Je sais que, alors, elle a un fils, hein, tu l'évoquais tout à l'heure, Ouais, Milan. Milan. C'est, vous avez une complicité naturelle. Est-ce qu'il y a des choses que tu essaies de faire passer ou qui passent dans les valeurs que tu aimerais véhiculer et comment il les reçoit, lui, vu de sa fenêtre? Mhm. Bah, écoute, j'ai connu Milan, il avait à peu près 18 mois. J'ai toujours essayé de,
de faire comme si c'était mon fils. Alors, il a un papa qui s'occupe très bien de lui. Ce que je veux dire par là, c'est que je me dis, tiens, si c'était mon enfant de sang aussi, je veux me comporter de la même manière, quoi. Euh, et donc, avec Milan, oui, je vais toujours partager les valeurs auxquelles je crois. Euh, j'espère que dans ce qu'il voit de mes actions, ça lui permettra de se développer lui-même. Et si ce n'est pas de prendre exemple, mais voilà, de voir des choses qui lui parlent dans ces valeurs-là. Euh, et donc voilà, ouais, j'essaye en tout cas de faire comme si c'était mon fils. Je considère que c'est un fils et donc je lui inculque les valeurs auxquelles je crois. Et voilà. La compétition, pour toi, c'est quelque chose qui, au côté compétitif, c'est quelque chose qui t'est propre. Est-ce que c'est... alors, tu fais des podiums, tu fais des premières places, mais derrière tout ça, est-ce qu'il y a le côté compétiteur ou c'est une compétition face aux autres, face à une course, face à soi-même? Où est-ce que tu mettrais le curseur? Très bonne question. Je déteste la compétition. Je sais pas pourquoi. Je suis pas né dans un environnement de compétition. Je pense que je me suis très vite petit mis à faire des sports qui ne sont pas des sports en équipe, puisque je trouvais qu'au sein même d'une équipe, il y avait beaucoup de compétition. C'était quelque chose avec lequel j'avais du mal. La compétition envers les autres, elle n'existe quasi pas. Quasi pas. Par contre, je crois que je suis très exigeant envers moi-même. Et donc cette compétition, je vais l'avoir avec moi pour essayer d'être quelqu'un de meilleur. Voilà. Euh, et Il y a, puis ben, il y a- derrière, il y a vraiment cette notion de s'améliorer en permanence, d'aller vers du mieux. c'est tout à fait ça. Ouais, j'aime pas enfin j'aime pas. Je trouve que le terme sortir de sa zone de confort, il est un peu faux. On élargit nos zones de confort par l'expérience, chercher par l'expérience à élargir ma zone de confort. Je ne me connais jamais pleinement tant que j'ai pas pu expérimenter ça. Et quand je l'ai expérimenté, je peux l'améliorer. Donc en fait, c'est quasi infini et je trouve ça passionnant. Clairement, clairement. Je crois qu'il y a d'autres passionnés, notamment aux US, qui font sortir de leur zone de confort bien du monde, notamment un certain Lazarus Lek, qui en 2019 s'est rendu du côté de la Chartreuse sur la Terminorum, et notamment pour allumer un cierge qui donne le départ de cette course. Je crois que tu y étais, si je me trompe. Non, tu te trompes pas, ouais. Et là, c'est Ouais, venu en 2017 pour la première édition, ouais, la seule édition que je n'ai pas faite. J'étais aux États-Unis quand j'ai appris l'existence de cette course. ok, Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'étais allé faire un tour à Frozened ok. et, euh, et il est revenu en 2019. Et là, j'y étais et j'ai lamentablement échoué. C'était ta première, ouais, première édition, du coup. Que je te dise pas de bêtises, oui, c'est moi. L'édition où il était là, non, c'était la deuxième édition, il me semble que j'ai faite. La première édition de la Chartreuse, c'est 2017. C'est 2017, donc Ouais, il est venu en 2019, donc c'était la deuxième fois que tu participais. je participais. D'accord. Et puis, il y a cette notion de persévérance qui se trouve quelque part dans cette expérience, je trouve, puisque tu échoues une première fois, une deuxième fois. Peut-être, je ne sais pas, 2023, c'est ta quatrième édition à laquelle tu as participé, non, de cette course. Ouais, 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 et tentative. 2023, tu deviens finisher de Ouais. cette course. Est-ce que pour toi, c'est l'expérience qui a payé, ou est-ce que tu as fait quelque chose dans ton entraînement, dans ta préparation, dans ton mindset qui est différent par rapport aux éditions précédentes? Euh, la Chartreuse Terminorum,
comme la Barclay, comme ce format de course-là, hein, je ne vais pas revenir sur toutes les spécificités de ces courses, mais il y a une façon de se les approprier. Et, euh, et effectivement, l'expérience se fait et s'acquiert en ayant déjà fait au moins une édition. Souvent, souvent, ça peut arriver un Virgin qui réussit, hein, mais il aura réussi parce qu'en vérité, il aura été à chaque fois quasi aidé ou il aura suivi des anciens. Donc voilà, donc ça se construit. Moi, je suis parti pour ma première Chartreuse Terminorum en 2018 avec par contre l'intime conviction et la ferme idée que je voulais finir cette course. Je me rappelle très bien le dire dès ma première édition. Alors, beaucoup ont dû rigoler, hein, je le conçois. J'avais pas dit quand. Et, euh, et surtout, il faut bien se dire que ça faisait que 2 ans, 2, 3 ans que je faisais du trail. Donc, enfin voilà, moi, la Chartreuse Tamirum, c'est presque mon premier ultra, quoi. Donc, ça peut paraître assez violent pour certains comme effort. Effectivement. Euh, et donc, oui, j'ai perdu ta question par rapport à ça, finalement. Non, c'était vraiment de savoir si c'était l'expérience ou Oui, si tu avais mis quelque chose de différent en place. en termes d'entraînement physique, je peux pas dire qu'en 2023, j'ai fait plus qu'en 2022, puisque c'était déjà largement assez en termes de volume. Euh, Après, j'étais encore évidemment plus persuadé que jamais que c'était le moment. La notion de volume par rapport à ton entraînement pour cette Terminorum, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu mets en place en termes de volume? Pour toi, ça correspond à quoi la notion de volume? Alors, elle correspond à pas grand-chose, puisque je considère qu'on est tous différents et qu'un volume, il est rattaché à une personne. Et que suivant aussi son expérience et son avancée dans la discipline, on ne sera pas capable, notre volume maximal va pas être le même et n'était pas le même, par exemple, pour moi quand j'avais 3 ans d'expérience que maintenant que j'en ai 8. Je n'étais pas capable et quand j'ai voulu le faire avant, ce que je fais aujourd'hui, bah, je me suis blessé, hein, tout simplement. Et donc voilà. Aujourd'hui, un volume, pour parler en termes de chiffres, bon, globalement, je m'entraîne une dizaine d'heures par semaine en course à pied. Ça, c'est une semaine classique avec 5 000 mètres de dénivelé en moyenne. Et quand on monte en puissance avant d'arriver à un objectif comme la Chartreuse Terminorum, là, je suis à des semaines qui peuvent être de 30, 35 heures et 15, 20 000 mètres de dénivelé par semaine. Ouais, c'est conséquent. Et c'est effectivement à appréhender par rapport notamment ton activité professionnelle. Je pense qu'il y a aussi un équilibre. Alors, c'est de l'alchimie hein, presque entre les objectifs sportifs, la vie privée et la vie professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé la bonne recette? Alors, en tout cas, j'ai trouvé la recette qui me convient pour le moment. Tout ça, ça évolue dans le temps, c'est pas figé. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Il faut complètement trouver un équilibre. Je dirais même que c'est part de la performance que de trouver la place pour chacune des choses et ne surtout pas laisser la vie privée avec la famille de côté, complètement sacrifier sa vie professionnelle pour avoir une potentielle réussite dans notre sport. Il faut trouver l'équilibre et l'équilibre amène la performance. Parce que c'est là où on se sent bien dans sa tête. Si on se sent bien dans sa tête, on va pouvoir performer aussi physiquement. On va pouvoir peut-être performer physiquement sans avoir tout ça, mais on l'aura pas dans la durée. Ok, très très important, effectivement. Tes points forts, tes points faibles par rapport à cette course en Chartreuse, euh, de manière générale, et ce sur quoi tu aimerais travailler demain pour évoluer encore. Est-ce que tu saurais cristalliser ou mettre euh, des mots sur sur tes points faibles, tes points forts aujourd'hui?
Alors, si on parle par rapport à la course, par rapport à Chartreuse Terminorum, mon premier point fort, c'est que j'en ai fait un objectif de vie. J'étais obstiné par cette course. Euh, Deuxième point fort, je dirais que c'est d'être bon partout, mais excellent nulle part. Euh, et pour une course qui demande autant de, enfin, qui fait appel à autant de disciplines différentes, finalement, enfin, l'orientation, l'ultra longue distance, et puis tout ce qui a attrait à l'ultra trail, la gestion de l'alimentation, le sommeil, etc. J'ai cette particularité, j'ai jamais excellé dans quelque chose, je pense. Par contre, j'arrive à être plutôt très bon partout. Maintenant, j'arrive à être très bon partout. S'il y a des choses encore à améliorer, ben, n'étant pas coureur à la base, je pense que je peux améliorer encore énormément de choses au niveau de la course à pied, purement. Et puis, de toute façon, encore une fois, la limite, je la connais pas. Et dans chacun des domaines que j'ai l'impression de maîtriser, une de mes forces, c'est de toujours me remettre en question. Et donc, de jamais dire, ah bah là, c'est bon, c'est acquis. Ça, je sais faire. Ouais, je sais peut-être bien faire. Ça marche plutôt bien ou mieux par rapport aux autres. Ça veut pas dire qu'on peut pas encore améliorer la chose. Donc voilà, je suis un éternel produit qui n'est pas fini. J'adore. Et, est-ce que tu es un produit chinois? Parce que je sais qu'il s'est passé des choses pendant cette édition, notamment des hallucinations. Et est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu cette anecdote? Ouais, c'est complètement dingue. Donc, j'ai l'habitude des hallucinations lors de mes courses d'ultra-endurance, hein, au bout de la deuxième nuit, la plupart du temps, quand on dort pas ou presque pas, forcément, on est sujet à ça. Donc j'ai appris à vivre avec, à continuer à courir avec. Mais là, je suis vraiment passé à un stade au-dessus, puisque lors de ma troisième nuit sur la Chartreuse Terminorum, je suis devenu quelqu'un d'autre. Et je suis devenu un vendeur de baskets chinois. Et donc, je parlais en mandarin. Enfin, je parlais, je sais pas avec qui, il n'y avait personne d'autre autour de moi. Je lisais du mandarin. Et je lisais des notices de baskets. Euh, pour quelles raisons je lisais? Bah, j'étais vendeur, sûrement pour les vendre à quelqu'un, hein. Mais ce qui est dingue, c'est que j'étais vraiment devenu cette personne. Et donc, c'était hyper dangereux, puisque j'étais sur une sente qui pardonnait pas vraiment si jamais je trébuchais. Et c'est là où je vois la force de notre subconscient, puisque j'ai une petite lanterne là, au-dessus de ma tête. Warning, warning. En même temps que je vivais cette expérience, euh, et là, j'ai écouté cette petite voix là je me suis dit, oulala, il y a un truc qui va pas. J'ai trouvé un rocher, je me suis assis dessus. Je me rappelle bien avoir regardé ma montre. 4 minutes, je me suis réveillé, je suis reparti, j'étais moi. Mais ouais, c'était improbable, quoi. Vraiment, devenir quelqu'un d'autre comme ça, ouais. Est-ce que tu crois qu'à à l'autre bout de la Terre, il y avait un marchand chinois qui s'est transformé en trailer le temps de 4 minutes? Mais c'est peut-être ça, c'est Gaïa qui a fait une inversion d'énergie, il y a eu quelque chose. Je ne le Ah, saurai jamais, c'est la beauté de la vie, ne pas tout savoir, écoute, hein. bon, on va laisser cette part d'inconnu. Pour revenir à un côté plus terre à terre et j'allais dire quelque part une aide aussi dans ton parcours. Et on va continuer à dérouler ce fil. C'est juste à côté de moi. Tu vois, je fais pas forcément la pub plutôt d'une marque qu'une autre, mais il se trouve que je cours aussi avec du matériel Red Light. Ça se Euh, comprend. voilà, ouais. Déjà, t'es isérois, donc bon, il y a un petit Et peu de cœur voilà. à tout ça, et puis c'est très très bon sac. Voilà. 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 Tu peux nous en parler un petit peu? Comment s'est fait le rapprochement? Alors, effectivement, géographiquement, vous êtes plutôt proche. Ton cœur est aussi en Chartreuse. Mm. Donc, comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Comment s'est fait le rapprochement déjà? Et puis, comment est-ce que vous travaillez ensemble aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du soutien? Est-ce qu'il y a des programmes derrière? Quelles sont vos relations? Alors, Red Light fait partie d'une des premières marques que j'ai découvert en découvrant le trail.
par ces sacs que j'ai assez vite adoptés. Et puis, proche de chez nous, les premiers massifs, c'est le Vercors et la Chartreuse. Donc déjà, avant même d'avoir mon camping-car, quand je voulais aller randonner, courir, j'allais souvent dans ces massifs-là. Il se trouve que Red Light s'est implanté il y a 10 ans à Saint-Pierre-de-Chartreuse, au cœur de la Chartreuse. Donc il y avait un magasin dans lequel je me rendais, ce qui me permettait souvent finalement de porter des produits Red Light. Par la suite, j'ai connu Benoît Laval, qui est donc fondateur de Red Light, euh, qui organise la Chartreuse Terminorum. Et donc, voilà, on a commencé à créer des liens par rapport à cette course, évidemment. Et puis moi, j'ai toujours considéré que si un jour j'avais besoin d'aide, alors j'ai déjà du mal à demander, mais il fallait vraiment que ça me parle, que ça soit cohérent, quoi. Si je m'engageais avec une marque, il fallait que je la porte, il fallait que j'y croie. Ça tombe très bien puisque Red Light fait du Made in France, est implanté en Chartreuse, fait des équipements qui me parlent énormément, se bat pour avoir des ateliers en France. Et donc, lorsque j'ai fait le GR5, bah, j'ai tout simplement demandé à Benoît et à son directeur de l'époque, Stéphane Baconnier, est-ce qu'ils étaient OK pour me soutenir matériellement lors de cette traversée. Ils m'ont tout naturellement dit oui. Et c'est de là qu'a commencé notre partenariat, qui continue encore aujourd'hui. Là où je suis très content, c'est que ce partenariat il fait sens, puisque étant à 2 pas des bureaux R&D, je suis là pour tester des prototypes, pour donner mon avis là-dessus. Et puis eux m'assurent un soutien uniquement matériel, hein, mais qui est déjà conséquent. C'est super déjà d'avoir ça. Donc voilà, grosso modo, comment ça se passe quoi, avec Red Light. Ok. Donc tu évoquais le GR5. On va plonger dans cet épisode de ton parcours, si tu veux bien. Donc on est en septembre 2022, le 11 septembre 2022. Ouais, Tu pars effectivement. de Rotterdam aux Pays-Bas pour je ne sais pas comment on le définirait, un voyage, une aventure, un trek, un ultra trail. Comment tu le définirais, Un toi? rêve, un rêve. Un rêve. Je pars pour un rêve. Courir d'une mer à l'autre, c'est un rêve pour un gars qui détestait courir. Et se dire, waouh, quoi, je vais traverser une partie de l'Europe, quoi. Je vais d'une mer à une autre. Alors, je pars pas de Rotterdam, hein, je me permets de faire la petite correction. On part de Mince. plus au nord. Ça s'appelle, sans l'accent néerlandais, Weg van Holland. En néerlandais, ça doit donner Hoeven-Holland. Euh, et donc, c'est un peu plus au nord de Rotterdam. Euh, et oui, je pars pour un rêve. Ok, donc l'état d'esprit, là, c'est vraiment j'y vais. Ah, il faisait aucun doute que je finirais. Tout comme il faisait aucun doute dans mon esprit que je finirais la Chartreuse Terminorum. Quand je pars de la mer du Nord, je sais que je rallierai la mer Méditerranée. Ça, c'était une certitude. Après, dans quel état, en combien de temps, ça, par contre, c'est autre chose. On ne peut pas le C'est savoir. l'inconnu. Ok, Mm. ok. Tu envisageais passer sous la barrière des 30 jours, je crois. Alors, j'avais annoncé officiellement que je voulais faire ça en moins de 40 jours. Mais évidemment, dans mon esprit, il y avait quelque chose de plus court que ça. Ouais. C'était de faire moins d'un mois, sachant que, il existait un vieux record de cette traversée partant à l'époque de Rotterdam, comme tu l'as dit avant. Donc, il y avait 200 kilomètres de moins. Et elle a été faite en 1987, quand je suis né. Donc, c'est assez fou ce qu'ils ont fait à cette époque, je trouve, avec les moyens de l'époque en cartographie et ainsi de suite, quoi. Puisqu'aujourd'hui, nous, on a des belles montres GPS pour suivre des traces. On n'a pas besoin de sortir notre carte à tous les carrefours. Donc, c'est un peu autre chose, quoi. Et donc, le record de l'époque était à peu près de 32 jours, même s'il y avait moins de distance. Voilà. Donc, je m'étais dit, bah ouais, quand même, ce serait cool, quoi. Une bonne motivation de partir en ayant l'esprit de faire moins, quoi. Moins d'un mois. Et tu as appelé ça, donc le projet C2C. Ouais. Voilà. Alors, derrière tout ça,
Tu communiquais sur cet événement, sur ce voyage, sur ce trail, sur ce rêve. Quel était le message que tu as cherché à véhiculer? Alors déjà, il y avait une façon de le faire. Euh, je suis pas parti dans l'optique optimisation du record. Je suis parti pour un grand partage. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir mon papa et ma chérie qui m'ont fait l'assistance avec mon camping-car le long de ce périple. Donc déjà, j'ai vécu un moment de vie avec mon papa que j'avais peut-être jamais vécu auparavant, quoi. Et puis, c'était super de les retrouver le soir et d'avoir cet échange-là avec eux. Et puis après, il y a plein de gens qui m'ont rejoint. J'ai eu d'énormes moments de surprise de trouver des gens comme un participant de la Chartreuse Terminorum, certaines, que je retrouve en haut du Brévent, qui est complètement enneigé, quoi. Enfin, personne n'est passé encore. Et là, il y a certaines qui m'attendent là-haut. Enfin, vraiment des moments très forts humainement. Et puis, j'avais aussi comme idée de partager mon périple avec les enfants de l'école de Saint-Jean-de-Bornay, donc de ma petite ville d'origine, en leur faisant un peu découvrir le milieu naturel, tout au long de mon périple, la géographie, poser des questions sur des changements dus au climat. Donc, j'ai tourné des petites vidéos pour eux, pour avoir cet échange pendant et après. Est-ce que d'une certaine façon, tu préparais déjà le terrain par rapport à ton métier d'accompagnateur en montagne? Alors, moi, si j'ai passé le diplôme d'accompagnateur en montagne, c'était pas une fin professionnelle en soi. Je savais pas que ça existait jusqu'au jour où on m'a dit que ça existait. J'ai dit c'est cool ça. Ça parle de montagne, tout ce que j'aime. J'y suis allé. J'y suis allé parce que ça correspond à ma nature. Mais j'ai pas fait ce que j'ai fait sur le GR5 euh, pour me préparer, pour m'entraîner à mon futur métier. Alors, j'évoquais plutôt Euh, ça par rapport au partage que tu as eu avec cette classe ou Mhm. cette école. Et je sais que dans le métier d'accompagnateur, il y a effectivement pas mal de sorties qui peuvent se faire avec des scolaires. Tout à fait, ceux qui restent en métropole, enfin en France et qui veulent travailler à l'année de ce métier-là, beaucoup font des sorties avec les scolaires. C'est pas un choix que je fais personnellement, même si j'adore les moments que je passe avec les enfants et à leur apprendre des choses. Voilà, moi, c'est pas un souhait que de travailler avec les enfants, en tout cas pas de façon Spécifiques. euh, ouais, Ouais. spécifique. OK. Donc, voilà. Globalement, j'allais dire l'apport de cette expérience de ces 29 jours, presque 30 jours passés sur les chemins pour toi, l'apport, l'enseignement, le trait marquant de cette expérience, c'est quoi pour toi? Alors, je suis parti avec une question en tête. C'était, à l'époque, j'avais pas fini la Chartreuse Terminorum. C'était, tiens, qu'est-ce qui sera le plus dur déjà? Est-ce que ça va être de traverser l'Europe ou de finir une Terminorum? Bon, c'est bien, j'ai ma réponse. C'est plus dur de finir une Terminorum. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile de traverser l'Europe en courant. Mais ce que ça m'a appris sur moi euh, et sur ma passion, c'est que j'étais capable, et on est capable avec de l'expérience, d'aller très très loin quand on a un objectif très fort. Et d'accepter certaines douleurs, certaines difficultés, euh, de savoir les jauger aussi, puisque ce n'est pas parce que j'ai mal qu'aujourd'hui je n'avance plus parce que je boite, que demain je n'avancerai pas, parce qu'on a un corps qui est fantastique, exceptionnel. Donc j'ai beaucoup appris sur moi à ce niveau-là. J'ai appris que notre corps, il pouvait se modifier au fur et à mesure des milliers de kilomètres qu'on peut faire pour lui-même pallier à un problème. Enfin voilà, ça m'a vraiment permis de me dire, ouais, on peut aller très loin et il faut simplement que le corps et l'esprit soient OK ensemble et c'est parti, quoi. Tu évoquais le rapport ou la différence entre la Terminorum et donc le C2C.
Pour toi, c'était plus difficile dans la Chartreuse? Qu'est-ce qui était plus On est, difficile? Qu'est-ce qui t'a éprouvé le plus dans cette course? ce qui est difficile, c'est l'intensité. C'est le tout en très intense. On n'a pas le temps de se poser enfin, oui, on n'a pas le temps de se poser les questions comme on peut se les poser quand on a un mois devant nous. Il faut avoir une capacité d'adaptation très rapide. Et donc, c'est vraiment dans l'intensité, même face au même problème, il faut très vite prendre des décisions. Et donc, c'est ça qui rend la chose plus difficile. Pour rester mobilisé en permanence. Ouais, Ouais, toujours, toujours, ok. toujours. L'erreur coûte très cher. Sur GR5, je me suis planté de chemin. J'ai pu perdre 3 heures. Je perds 3 heures, quoi. C'est comme ça. Sur une terminale, c'est pas comme ça. T'es pas tout Ça à fait marche dans le pas. voyage, quoi. Ouais, effectivement. Voilà. 2023, Tour des Géants. Premier Tour des Géants, je crois, hein. Tu en as fait Oui, qu'un, hein. Ouais. Deux? ouais, ouais. Non, 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 c'était le j'en ai premier. fait qu'un l'année Ok. dernière. Première participation et tu boucles en moins de 94 heures, ce qui Ouais. est une grosse, grosse performance. Quel était ton objectif par rapport à ce Tour des Géants et comment est-ce Alors, que tu t'es l'objet, ouais. préparé? Le Thor, déjà, j'ai mis du temps à y aller. J'ai mis du temps parce que bah, les copains, ils m'ont tous dit, mais Mick, t'as eu au Thor, quoi. Enfin, je veux dire, ceux qui l'ont vécu m'ont dit, mais ça va te plaire. C'est obligé, ça va te plaire. L'état d'esprit, le parcours, tout. Sauf que moi, bon, je boudais un peu parce que j'aime pas les grosses boutiques. Bon, j'aime pas les grosses boutiques. Mais bon, à bout d'un moment, on dit, ouais, mais quand même, le Thor, faut le vivre, quoi. Donc j'y vais. Enfin, je tombe amoureux, hein. Ça y est, je suis amoureux, quoi. Euh, mais l'objectif, c'était entre 80 et 85 heures. Euh, voilà, ça se passe pas comme ça. Finalement, ça se passe pas comme prévu, le Thor, puisque dès la première journée, fin de journée, je fais une énorme déminéralisation. Et en fait, je me demande ce que je fous là, quoi. C'est très rare que je me demande ce que je fous là. Mais là, je me dis, moi, j'avance à la passion, à l'amour. Je peux pas continuer comme ça, quoi. Il me reste 280 bornes à faire. Donc, je stoppe. Je dis, je stoppe la course. Avant tout, je suis venu pour essayer au moins d'avoir un ticket pour le Tour des Glaciers. Donc, c'est pas grave, j'arrête. Donc, j'ai arrêté des heures et des heures. La première nuit, j'ai dû arrêter 5 6 heures de courir, puisqu'il fallait que je me retrouve. Je pouvais pas faire une seule pente sans cramper. J'étais j'étais en angoisse totale dans cette course. Et puis ça m'a énormément servi, puisque derrière voilà, j'ai pu être moi-même pendant le reste de la course. Alors, tant pis pour le temps, je m'en foutais. J'ai vraiment pris du plaisir et adoré cet événement, cette vallée d'Aoste. Et voilà, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai passé pour moi une course réussie, c'est que j'ai été moi-même derrière et que j'ai pris du plaisir à ce que je faisais. Tu- Est-ce qu'on peut revenir sur sur le mot que tu poses, qui est le mot angoisse? Mm. Et si on peut approfondir un tout petit peu par rapport à ça, qu'est-ce que tu mets derrière? Qu'est-ce qui t'angoissait par rapport à ce parcours, cette course, ce que tu avais construit peut-être au niveau psychologique? Alors, en fait, l'angoisse, c'est quelque chose que j'ai ressenti. L'expliquer, c'est un peu difficile. Je pense qu'en fait, j'étais pas dedans dans ma préparation. Mais je le percevais, mais comme parfois on veut s'en cacher, quoi. Et je venais d'attaquer mon nouveau travail depuis quelques mois. C'était très intense. Je sentais que j'étais fatigué par rapport à ça, ainsi de suite. Mais j'ai caché tout ça. J'ai un peu caché tout ça. C'est bon, on Un va peu au de tort. pression, un peu de pression. Euh, je pensais pas m'être mis une... Alors, je pensais pas m'être mis une pression parce que pour moi, c'était dans mon niveau d'arriver à faire 80-85 heures. Mais je l'avais un peu promis. Donc, par contre, bon, c'est ma façon de fonctionner.
Je dis que je vais faire quelque chose, donc après, t'assumes. Voilà, tu t'as dit que tu allais le faire. Mais j'ai besoin de le dire, de dire je vais le faire pour que, voilà, j'aime m'engager envers moi-même, envers les autres. Donc il peut y avoir une pression par rapport à ça, peut-être qui est ressortie quand j'ai vu que mon corps, il s'écroulait, quoi. Et ça a peut-être créé une angoisse, effectivement, due à ça. Due à, ben mince, tu te déçois, tu vas décevoir, t'es pas bien là. Bon, peut-être. J'aurais du mal à le dire. Ok. À froid maintenant, quel, quel est le, j'allais dire, l'enseignement clé que tu tires de cette expérience? Bah, l'enseignement, il est encore, il est tellement limpide, c'est que je, je savais les signes dans la préparation, ils étaient présents, que potentiellement mon corps me donnerait une grosse claque pendant cette course. Donc, encore une fois, il faut être le plus soi-même possible, être sincère avec soi-même. Et, et je dis pas par là qu'il aurait pas fallu que je cours le Thor, parce que j'ai vraiment adoré cette expérience. Je dis juste qu'il aurait fallu courir le Thor sans même avoir dit entre 80 et 85 heures. Juste aller à la découverte du Thor. Et peut-être que mon corps m'aurait pas fichu une claque. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette course? Alors, beaucoup de choses. Le parcours, déjà le parcours du Thor, parce que la vallée d'Aoste, c'est magnifique. Euh, les gens. Donc, les gens, c'est les Valdôtains, c'est comme ça, je crois qu'on dit, les gens Val de la d'Autun? vallée Ouais, d'Aoste. tout à Les fait. Valdôtains. Les Valdôtains, ils sont d'une authenticité que j'aime beaucoup. C'est des gens de la montagne. Je connais un seul endroit au monde où il y a autant de ferveur, mais elle s'exprime différemment, c'est la Réunion. Pour moi, la ferveur des Valdôtains et la ferveur des Réunionnais, pardon, c'est la même, mais exprimée d'une façon différente. Ils aiment cette course, ils aiment leur région et ils sont fiers de pouvoir nous le dire, de nous faire découvrir euh, leur sentier et ça se ressent, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis la dernière, c'est un petit peu cet esprit que je connaissais pas je pense, de course trail à l'italienne où en fait, eh ben, il faut assumer. On est dans la haute montagne. Chez nous, en France, on a tendance, c'est pas une critique, hein, mais les pouvoirs publics prennent beaucoup le dessus pour, par exemple, aller annuler une course en amont ou quoi que ce soit s'il y a des risques. Là, t'es venu, t'es censé connaître la haute montagne, t'assumes. T'as ou t'as pas ton équipement, c'était ton problème, même si c'est une course. Et j'aime bien ce côté responsabilisation qu'il y a encore sur ces courses italiennes, je trouve. Alors certains diront que c'est de l'inconscience. Bon, moi je trouve que c'est l'inverse. C'est à nous de nous responsabiliser. Et effectivement, c'est tout le débat quand on évoque la différence culturelle hein, Mm. par rapport au Thor versus, je sais pas, d'autres courses côté français, ne serait-ce que l'UTMB qui est pas si loin de Courmayeur. Et c'est vrai que culturellement, c'est tout à fait différent. Pourtant, on est à quelques kilomètres les uns des autres, mais voilà, il y a cette différence culturelle. Alors, on part un petit peu plus haut du côté de la Belgique, cette fois pour ton Legends Trail, février 2024, où tu termines premier. Est-ce que tu venais pour la course performer ou pour te jauger par rapport à ta saison? Alors les jeunes, c'était le premier objectif de ma saison. Je m'en suis fixé trois. Le Legend, c'était vraiment un objectif parce que j'adore l'organisation, très authentique, encore une fois. L'organisateur a un petit côté Laz. Et voilà, mais à sa propre sauce, évidemment, hein. Mais voilà, la course est complètement folle parce que on passe dans des endroits. Moi, je savais pas que ça existait autant d'eau euh, sur, j'allais dire sur notre planète. Non, j'exagère, mais C'est un triathlon, quoi. euh, enfin, les fagnes, ça s'appelle les fagnes, par exemple. Ce sont des hauts plateaux marécageux qu'on trouve dans les Ardennes.
C'est de la folie, quoi. C'est tu marches dans l'eau, t'es Moïse pendant 24 heures, quoi. Et donc là, ça dure même un peu plus que 24 heures, mais il faut savoir que tu as tout le temps les pieds dans l'eau sur cette course. Et c'est quelque chose d'assez spécial, mais une vraie belle expérience. Je te conseille, Michael, Ouais, alors c'est d'aller vrai t'y que mouiller. j'ai un pote qui me l'avait proposé pour cette année et je sais pas pourquoi. Non, non, j'ai préféré d'autres engagements. Euh, tu évoquais tes trois objectifs de l'année. Est-ce que tu les as déjà évoqués en public ou sur les réseaux? Quels sont-ils? Alors, le deuxième objectif sera cet été. Celui-là, je ne l'ai pas encore évoqué. Je le garde au chaud Garde-le pour au le chaud. moment. Ce sera un FKT, donc un Fastest No Time, comme pour le GR5. Super. Plus court, plus intense ce coup-là, puisque ce sera à peu près sur une durée d'une semaine. Et qui me permettra aussi de vraiment bien préparer le dernier objectif, qui est le Tour des Glaciers. Euh, et donc ouais, avec une forte ambition, j'ai vraiment envie de bien faire Astor des Glaciers. Voilà, Sébastien Réchon, on a eu la chance de se rencontrer lors de la dernière Chartreuse Terminorum, puisqu'il est également finisseur, même le premier des finisseurs. Et voilà, on a créé une amitié depuis. Et je lui ai pas caché qu'évidemment, je venais pour lui botter le cul. Ah, c'est pour ça qu'il n'est Puisque pas là cette année. il a eu peur. Il a Il a eu eu peur. peur. Non, non. Non, mais il m'a dit, bah, écoute, moi, j'attends que ça pour pouvoir revenir, quoi. Non, c'était pas du beauté de cul, évidemment, mais c'est effectivement, le but, c'est d'améliorer quelque chose qui existe déjà. Et ce qui est super intéressant, c'est que j'ai aucune idée encore si j'en suis capable, mais je travaille pour. Voilà. En tout cas, moi, je pense que tu fais partie des favoris potentiels sur cette épreuve. Tu as l'air plutôt serein, confiant. Je pense qu'il y a les bons jalons avec effectivement le Legends Trail et puis cet objectif à l'été. Tu viendras vérifier ça en direct, Mickaël? Sur le Thor 450? Ouais, sur le tard? Ah bah, j'y serai, moi je serai au départ également, donc je viendrai vérifier un peu plus tard que toi. Qui sait? Qui Et sait? il est passé par là, ouais, c'est bon. D'après toi d'ailleurs, quels seraient je sais pas si tu as regardé ou si tu regardes habituellement les listes des coureurs engagés sur les courses, euh, qui seraient les coureurs, potentiellement les coureuses, qui pourraient faire un podium cette année selon toi? Sur le tort des glaciers? Ouais. J'en ai aucune idée. Alors, j'ai pas regardé. J'ai quelques amis qui ont déjà couru plusieurs fois le Tour des Glaciers, qui seront encore présents et qui sont toujours très bien débrouillés, hein, qui ont fini dans les 20 premiers à chaque fois. Je pense juste à quelqu'un au niveau féminin, une Française, euh, qui a toutes ses chances, en tout cas, qui en a clairement le potentiel, c'est Sandrine Béranger, qui a pris le départ, il me semble, l'année dernière, mais qui s'est arrêtée et qui fait du raid multisport avec Sébastien Réchon, Ouais, c'est pour ça que ça me qui parle. a une, qui a une patate d'enfer, Sandrine. Il me semble qu'elle prend le départ cette année et elle va être revancharde envers elle-même, je pense. Et Ok, ouais, par exemple, Sandrine, je pense qu'elle peut largement être sur le podium féminin. ok. Qu'est-ce que tu comptes mettre en place de spécifique? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu vas travailler par rapport au Tour des Glaciers? Ou pas spécialement? Ou est-ce que c'est Alors, dans la continuité des trails que tu prépares et de ton entraînement, je vais dire? c'est forcément dans la continuité, mais il y a vraiment des choses à optimiser, je pense. Euh, D'habitude, quand on part sur un ultra, même très longue distance, qui peut aller jusqu'à 300 km, on peut se permettre de dormir peu, euh, jusqu'à 3 nuits, quoi. Voilà, c'est quasi au bout d'un moment, même si à la fin on n'a pas dormi 1 heure, si on était en très bonne forme, bien reposé, c'est faisable, quoi. Par exemple, les jeunes trails, je n'ai pas dormi, quoi. Je me suis arrêté 10 minutes, fermé les yeux. Mais là, on est sur un effort qui va demander 5 jours.
au moins. Donc, il y a vraiment cette notion d'obligation pour moi d'avoir quelque chose de structuré dans le sommeil. Et vraiment, moins être un petit peu plus, comme je suis d'habitude, à saisir le moment et à le prendre. Là, je vais essayer d'un peu mieux organiser ça. Et puis, vraiment aussi l'optimisation du sac et de ce que je vais avoir besoin pour recharger la montre, pour la gestion de mes lampes, puisque mon but, c'est d'y passer le moins de temps possible. À ces petits détails-là, hein. C'est chaque petit détail additionné qui font un grand moment, et pas l'inverse. Donc ouais, il y a toute cette petite gestion-là aussi que j'ai envie de travailler. Voilà. Ok. On va passer sur les 5 questions de la fin, parce qu'il nous reste 5 minutes pour conclure, ça tombe bien. Ça On marche. va poursuivre sur le fil. Hop. Alors, ça n'a rien de sexuel, hein. Quel est ton rapport au duo patate? Et pourtant, je ne suis pas savoyard, je suis dauphinois. Euh, non, mais Prêtre. Prêtre. Ah ben, les Dio patates, quoi, c'est le plat du montagnard. Et puis, si tu veux, il y a une tradition à la Terminorum. C'est comme Laz a son poulet trop cuit ou pas assez cuit, je sais plus. Nous, on a nos Dio patates 24 sur 24 au camp de base à la Dia. Et voilà, puis j'ai envie de dire, avec les Dio patates, tu peux aller au bout du monde, quoi. C'est le Effectivement. plat le plus équilibré qu'on puisse avoir en tant que Niveau diète, sportif. on est bien, on est bien. Le, le surnom Michael, le Blaise, ça vient d'où? Ah, oui, alors sur mon profil personnel, effectivement, c'est écrit Michael Le Blaze, qui est un vieux surnom que j'ai avec un ami Saint-Georgeois depuis mon adolescence. On est chacun le Blaze de l'autre. Alors le Blaze de quelqu'un, c'est un petit peu du patois, c'est son copain, quoi, c'est son pote, c'est le Blaze. Ok. Souvenir C'est, d'enfance. ouais, c'est gênant, là. Je- Tu je- rappelles à tout le monde que j'ai eu un passé et qui n'était pas du tout sportif, mais très bringueur. On n'en doute pas avec la Chartreuse. On a vu deux, trois extraits. Ouais, il y a du passif. Prochaine course, défi, envie, après cette année, est-ce que tu te projettes sur d'autres choses d'autres rêves potentiellement, je sais pas, la Barclays, est-ce que ça te fait rêver? Alors, la Barclay, ça m'a titillé, en fait, quand j'ai attaqué le trail. En 2016-2017, j'ai entendu parler de ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'époque, je suis allé à Frozen Head, aux États-Unis, voir un petit peu ce que c'était, ce terrain-là. Mais j'ai aucune urgence en fait à aller courir la Barclay. Je pense que bon déjà, si j'ai bien compris, c'est assez compliqué, voilà, d'être pris. Donc le problème avec moi, c'est que je veux pas aller aux États-Unis pour une semaine ou deux. J'essaie d'avoir un peu une cohérence aussi par rapport à ça. Et si je suis aux États-Unis, c'est que on peut y rester un petit moment. Et je serai jamais sûr. Je pense que là, me sélectionne l'année où je lui dis, bah là, je suis là 2 mois, donc tu me prends cette année. Je crois Je suis pas que ça libre marche là. comme ça. Ok, ouais. Voilà. Donc, il y a pas d'urgence sur la Barclay. Et puis, voilà, vu cette problématique-là, on verra. J'avais un rêve sur la Barclay et je suis très content qu'Aurélien Sanchez l'ait réalisé, c'est qu'un Français finisse la Barclay. Et je suis très fier de ce qu'il a fait parce que voilà, ça, c'était un vrai rêve. Peu importe qui le réalise, c'est fait, quoi. C'est un copain Euh, Aurélien aussi? Ben, pareil, on s'est connus sur la Chartreuse Terminorum à l'année où il a fini la Barclay. Il était venu sur la Terminorum. Et puis, depuis, oui, on a créé quelques liens. Voilà. Et sinon, j'ai un rêve là qui sera sûrement pas l'année prochaine encore, hein, mais vraiment, ce serait la Via Alpina. Euh, voilà, pour moi, c'est dans ma passion et dans ma région, donc les Alpes, le, le must de ce que j'arriverai à faire, c'est faire cette belle Via Alpina et la faire le mieux possible, évidemment. Il me reste encore deux petites questions.
Euh, une question j'aime poser en fin d'épisode à mes invités. Comment est-ce qu'on peut t'aider aujourd'hui? De quoi est-ce que tu aurais besoin? Ah, tu me poses une colle, Mickaël, parce que, comme Toi je l'ai qui... dit un peu plus tôt, j'ai beaucoup de mal à demander. Et, Ouais, mais justement, on te pose la question. ouais, et en fait, à cause ou de par ça, je fais en sorte de tout faire moi-même. En tout cas, d'essayer de tout faire moi-même. Euh, ah bah, tu m'as eu, hein. Non, j'ai pas la réponse. Comment peut-on m'aider? Euh, Envoyer de l'argent au 06. Non, non, vraiment pas. Vraiment pas. J'ai envie de dire, on peut m'aider en partageant. C'est-à-dire, voilà, peut-être par des rencontres, en échangeant, parce que je suis ce que je suis, parce que les autres m'ont enrichi aussi, et que j'espère pouvoir leur rendre. Mais voilà, par le partage, en se rencontrant, s'il y a des gens voilà, qui ont un intérêt à vouloir me rencontrer, à vouloir m'écrire, qu'ils n'hésitent pas. Je trouve que voilà, la meilleure des choses qu'on peut s'apporter les uns les autres, c'est ce partage-là, quoi. Ce serait le mot de la fin, d'autant que je crois que tu n'as pas seulement de la chartreuse dans ta cave. Donc se rencontrer, ça pourrait être sympa parce que il me semble que tu as aussi de la clairette de Die. Euh, si Ouais, t'en pas mal, restes, ouais. si t'en restes. Tu Eh avais ben, écoute, gagné, tu avais gagné le challenge de Vallée de la Drôme, je crois, avec ton poids ouais, en de notre clairette de ami Die. Jacques Perrard, deux fois. Je l'ai gagné deux fois. Putain. Donc, j'ai gagné deux fois, 2 années de suite, mon point en clairette de Die. Tu pèses Ouais, combien? en clairette de Die, Ouais. je suis à, je crois quelque chose comme c'est 56 bouteilles de clairette. Ah Donc ouais, ça correspond à, moi je fais à peu près 66 kilos. Tu vois. ok. Euh, ouais, ouais, et il m'en reste pas tant que ça parce que j'avais Oups. organisé une soirée avant le GR5 la première année où j'ai offert la clairette de Die à toute la salle lors de cette soirée. Et la deuxième année, on avait fait un challenge par équipe avec des amis, ma chérie. Et même si on n'a pas gagné le challenge par équipe, j'ai offert un carton à chacun des copains présents pour pouvoir eux aussi se rappeler ce beau moment en buvant de la clairette. Ok. Là, c'était pour l'anecdote, mais je trouve ça excellent Ouais, comme ouais, c'est une super leitmotiv. organisation, Challenge Val de Drôme, très familial, très authentique, c'est cool. Bon. Et pour la fin, est-ce que tu aurais une phrase, un mantra ou plus simplement quelque chose à partager, un mot de la fin, tout simplement avec les auditeurs? Bah écoute, il y a une citation qui, moi, me porte toujours, m'a beaucoup aidé, que je garde en tête nécessairement quand j'en ai besoin. C'est pas de moi, hein, c'est Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que cela soit fait. Et voilà, ne jamais croire que c'est impossible pour vous parce qu'on vous l'a dit ou parce que vous l'êtes dit. Euh, on est notre première barrière. Sachez-le, on est notre première barrière et on peut briser cette barrière, soit en se faisant aider, soit en prenant confiance en soi-même. Et donc l'impossibilité n'est pas humaine. Voilà. Ok. Bah écoute, bravo à toi, Michael, parce que tu es finisher de cet épisode. J'espère Ah, qu'il merci, Michael. j'espère qu'il y en aura d'autres. 5 ans j'ai attendu. En tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir dans l'épisode, dans le podcast, parce que Plaisir partagé. Merci. tu véhicules des belles valeurs, et des valeurs inspirantes et au travers lesquelles déjà moi je me reconnais. Et je pense que beaucoup vont pouvoir se reconnaître ou en tout cas prendre des bribes de ton expérience, de ton vécu pour aller sur d'autres rêves et entreprendre d'autres rêves parce que c'est toute la question. Tout Voilà, à bah fait. écoute, Ouais. on se retrouve dans tous les cas en septembre du côté des quelque part sur les sentiers du Thor.
Et puis, Ouais, ouais, ouais. d'ici là, je te souhaite une belle saison. Eh ben, je te la souhaite également, Michael, et au plaisir de te retrouver en septembre. Et puis, bonne saison à tous les auditeurs. Et puis, que ça soit d'ailleurs une saison de trail ou une saison de quoi que ce soit d'autre. Voilà, belle année à tous. Allez, salut! Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sur. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast. Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que le trail, c'est wild. C'est wild. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.